George Bush président, c'est fait depuis la nuit dernière. Une partie du journal de New York avec Christine O'Krent. La poste bloquée par les grèves, beaucoup de courriers en souffrance. Paul Quillès, ministre des PTT, sera notre invité. 2 agents de la SNCF inculpés cet après-midi. Une double erreur humaine à l'origine de la catastrophe ferroviaire de lundi. Le père de l'Europe au Panthéon, le transfert des cendres de Jean Monnet en direct sur Antenne 2 à 20h. Bonsoir, c'est fait depuis la nuit dernière, George Bush est président des États-Unis. Déjà, M. Bush s'est choisi un secrétaire d'État, c'est-à-dire un ministre des Affaires étrangères, ce sera James Baker. Dans le monde entier, l'élection de George Bush a été accueillie avec une grande unanimité, c'est presque surprenant. La rapidité des réactions témoigne en tout cas de l'importance accordée dans tous les pays à cette élection. C'est pourquoi Antenne 2 a décidé de vous expliquer et de vous faire vivre le mieux possible ces événements. Et tout de suite, à New York, nous retrouvons Christine O'Krent. Christine ? Bonsoir et bienvenue à New York ce soir encore. C'était ce matin, peu avant 6 heures heure française, le 41e président des États-Unis, le président élu, comme on dit ici, avance vers les caméras dans la liesse, les drapeaux, les ballons entourés de toute sa famille. Il reconnaît son triomphe et parle de l'avenir. Je remercie tous ceux qui, à travers toute l'Amérique, nous ont offert cette grande victoire. Et je remercie Ronald Reagan. Je le remercie d'avoir transformé ce pays et d'être mon ami, de m'avoir soutenu jusqu'au bout. C'est tout simplement l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré. 3 quarts d'heure auparavant, le vaincu, la mâchoire crispée, sa famille plus émue encore, reconnaît sa défaite. Lui aussi parle d'avenir et de la nécessité de l'union. Il y a quelques minutes, j'ai téléphoné au président Bush pour le féliciter de sa victoire. Je sais que j'ai parlé en votre nom, au nom de tous les Américains, quand je lui ai dit qu'il sera notre président, que nous travaillerons avec lui pour faire face à tous les problèmes que nous avons et que nous le ferons ensemble. Tous les commentateurs le reconnaissent ici aujourd'hui, la victoire de George Bush à l'allure d'un raz-de-marée. Regardez la carte des États-Unis, elle est bleue, de la couleur du Parti républicain. 40 États sur 51 remportés par Bush, 426 des grands électeurs sur 538 et 54% du vote populaire. New York est l'un des rares États à avoir voté démocrate. Christophe Martet s'est promené tôt ce matin dans les rues de Manhattan. Rendez-vous traditionnel pour le petit déjeuner, le coffee shop. Au lendemain de l'élection de George Bush, les New-Yorkais en majorité démocrates restent plutôt indifférents. Moi, j'ai voté pour l'homme qui a perdu, donc naturellement je suis pas très contente de la victoire de Bush. Mais il faut attendre en janvier, voir ce qu'il fera. Moi, je pense comme elle. J'espère que le meilleur a gagné. 100 mètres plus loin, le kiosque à journaux. Le nom de George Bush s'inscrit sur toute la une. Pour beaucoup, ce n'est pas vraiment une surprise. L'Amérique ne voulait pas de changement, parce que nous n'avons jamais connu une telle paix et une telle prospérité. Dans New York, en perpétuel chantier, les travaux continuent, comme d'habitude. Ça ne change rien. C'est la même chose pour moi, vous savez, ça ne change rien. C'est vrai, j'aurais voulu que Dukakis gagne. Bon, c'est Bush qui a gagné. C'est un jour comme les autres pour vous? Eh bien oui, ça me laisse indifférent. En somme, un lendemain d'élection sans espoir ni regret, une journée presque ordinaire dans la vie des New-Yorkais. Nous vous retrouvons dans quelques minutes, Christine. Et j'ajoute tout de suite à ce chapitre américain la réaction française. François Mitterrand a adressé ses très vives et chaleureuses félicitations à George Bush. « Cher Georges », a dit le président Mitterrand, « je me réjouis de l'élection d'un homme qui nourrit pour la France estime et amitié. » Le télégramme de M. Mitterrand montre qu'il connaît déjà bien George Bush. En France, beaucoup de courriers bloqués, des lettres, des paquets, des chèques en souffrance. Et c'est l'économie tout entière qui commence à souffrir. Dans un instant, nous allons en parler avec Paul Quillès, le ministre des Postes et des Télécommunications. Mais tout de suite, le point sur ce conflit qui aujourd'hui est toujours dans l'impasse. En ce moment même, le personnel est consulté. F. Mété, Maryse Manou. Ils ont voté la poursuite de l'action. En vain ce matin, les délégués FO, CFDT et CFTC ont appelé à une reprise du travail dans les garages de camions PTT de l'Île-de-France.
Mais la base, elle, est déterminée. Les conducteurs ne cèdent pas sur leurs principales revendications. Ils veulent le retour en arrière sur la sous-traitance à des entreprises privées du transport du courrier en banlieue parisienne. Cette sous-traitance, selon eux, les prive de travail et menace à moyen terme leurs services. On en a marre d'être payé à rien faire alors qu'on sait que c'est le privé qui fait notre travail. Par rapport à la sous-traitance dans le privé, ce qu'ils nous proposent, c'est vraiment rien. Donc on demandait à ce que les lignes qui sont privatisées dans la banlieue soient reprises à la DNT. Et ça n'est pas obtenu? Non, donc on n'a pas obtenu ça, donc on poursuit le mouvement. Pendant ce temps, les entreprises, elles, mettent les bouchées doubles. Cet après-midi, tous les syndicats de patrons sont montés au créneau pour crier au sabotage et créer une association de défense des usagers du service public. Voilà ce que nous voulons. En ce moment, nous avons plein de petits confiseurs qui nous appellent, qui ne reçoivent pas leurs commandes pour Noël, qui ne sont pas payés. C'est grave pour eux, puisqu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Et certains d'entre eux nous sont en train de nous dire qu'ils vont être obligés de mettre en chômage technique certains de leurs employés. C'est encore à leur demande que depuis ce matin, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris s'est transformée en centre de tri. Ici, 18 000 plis urgents ont été amenés par les chefs d'entreprise. Les employés de la Chambre jouent les postiers. Ce courrier, la Poste vient le chercher en fin d'après-midi pour l'acheminer. Autant dire que la direction des PTT ne voit pas d'un mauvais œil l'organisation de centres de tri parallèles. Voilà, alors ça fait beaucoup de questions à poser à Paul Quillès, qui est ministre des PTT, des télécommunications et de l'espace. Alors si vous voulez bien, Monsieur Quillès, on va laisser de côté les télécommunications et l'espace aujourd'hui pour parler de la Poste. Quand la Poste va-t-elle remarcher normalement? Je souhaite que la Poste refonctionne normalement en région parisienne le plus rapidement possible, car il s'agit d'un conflit localisé au garage de la région parisienne. Il faut savoir que le conflit a pris des formes tout à fait exceptionnelles. Les chauffeurs de ces camions poids lourds ont bloqué les centres de tri, qui eux ne sont pas en grève. Il y a donc une grève bouchon qui empêche le courrier de la région parisienne et le courrier venant de province de passer. Alors je crois qu'on l'a bien expliqué, ça, vous êtes le ministre des Postes, et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que les chefs d'entreprise lancent ce soir un appel de détresse, nous avons vu la dépêche, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous avons immédiatement, l'administration a immédiatement engagé des négociations avec les grévistes. Vous avez entendu la revendication, arrêt de la privatisation de certaines fonctions, qui, soit dit en passant, existent depuis longtemps en province. À Paris, en région parisienne, c'était entamé depuis 3 ans. Mais ça, vous ne pouvez pas leur donner satisfaction tout de suite, non? Satisfaction a été donnée, Monsieur Claude. La satisfaction a été donnée. Les négociations sont terminées. L'administration a clairement répondu aux 3 revendications principales. Celle-ci sur la privatisation, une reclassification pour les agents de conduite et troisièmement, des primes plus élevées. Ils ont eu des réponses positives. Tous les syndicats ont considéré qu'il s'agissait là d'avancées et de points positifs qui devaient permettre la reprise du travail. On vote actuellement, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, on vote en ce moment dans tous les garages et les résultats ne sont pas encore connus. Et moi je pense que la raison doit triompher. Et je voudrais, si vous permettez, lancer un appel à tous les postiers, les 450 000 postiers qui nous regardent ce soir, et leur dire qu'ils aiment le service public, ils le servent, moi aussi. Et je souhaite que la raison prévale. Et je souhaite que chacun prenne ses responsabilités. Si tel n'était pas le cas, je prendrai les miennes. Alors justement, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aider tout un chacun à avoir du courrier? Vous avez prévu des choses? Nous avons d'abord, je pense que vous l'avez largement couvert, mis en place des centres. Un certain nombre de centres qui permettent que le blocage ne soit pas total. Mais il y a une gêne considérable pour les particuliers et pour les entreprises. J'ai rencontré par exemple le syndicat de la vente par correspondance. Je sais qu'il y a de petits chefs d'entreprise qui sont dans une situation épouvantable, sans parler des particuliers. Et des journaux aussi. Et des journaux, vous avez tout à fait raison, pour le routage, pour les abonnements. J'ai pris un certain nombre de dispositions et je voudrais vous les donner. 6 dispositions. Très rapidement, s'il vous plaît. Allons-y. Rapidement, mais ça intéresse ceux qui nous regardent. D'abord, des possibilités de délai de paiement sur les factures d'affranchissement. Deuxièmement, un assouplissement sur le recouvrement des factures téléphoniques. Les gens ne seront pas coupés. C'est très important. Troisièmement, un assouplissement dans la gestion des comptes chèques postaux. C'est la possibilité de découvert pour les personnes qui auraient des difficultés. Quatrièmement, un dépannage financier au guichet des bureaux de poste pour les gens qui domicilient leur retraite ou leur salaire sur un compte chèque postal ou sur un livret de caisse d'épargne de la Poste. Cinquièmement, la possibilité de versement anticipé des prestations sociales au guichet des bureaux de poste
pour les titulaires des comptes chèques postaux et de livrets de caisse d'épargne. Et sixièmement, je suis en train d'examiner avec mes collègues M. Bérégovoy et M. Charras les dispositions à prendre pour les entreprises pour les aider à passer ce mauvais cap. Je veux que vous sachiez et que les Français sachent que c'est une des préoccupations constantes du gouvernement en ce moment, que les conséquences de cette grève ne se traduisent pas par une situation inacceptable. Le courrier ne peut pas être pris en otage. Merci, Monsieur le Ministre. Accord pour les fonctionnaires après un mois de discussion. 5 syndicats sur 7 ont dit oui aux nouvelles propositions du ministre de la fonction publique, Michel Durafour. Ils ont obtenu, en gros, le maintien du pouvoir d'achat pour 88 et 89, ce qui représente à peu près 5% d'augmentation de salaire sur 2 ans. Surtout, ils ont obtenu la promesse de se revoir en 90 pour ajuster tout cela. L'enquête sur l'accident du train Luxembourg-Paris, elle a progressé aujourd'hui. 2 agents de la SNCF ont été inculpés tout à l'heure après leur garde à vue, inculpés d'homicide et de blessures involontaires. L'accident serait donc le résultat d'au moins 2 erreurs humaines. Anne Gainsburger. 10h17, l'express Luxembourg-Paris entre en gare d'Ailly. Aiguillé à tort sur une voie de service, il percute de plein fouet la drésine sur laquelle travaillent 10 ouvriers. Seul l'un d'eux échappe à la mort. Je ne sais pas si je vais sauter de la drésine, auquel je ne sais rien du tout. Je suis heureux, la gentille d'elle. C'est pour les copains, qui sont beaux. Que je sois français ou algérien, c'est pareil. Ce matin-là, le chef de district dirige les travaux sur le chantier. Son équipe achemine la drésine sur la voie A. Une demande d'autorisation de manœuvre est envoyée à Reims, mais aucune dépêche comme celle-ci n'est transmise. Cela équivaut au refus pur et simple. Les ouvriers, eux, sont déjà sur la voie. C'est la première erreur. Deuxième erreur, l'ordre que le chef de district donne par talkie-walkie, toujours sans autorisation, à un ouvrier au poste d'aiguillage. Celui-ci a les clés du cadenas et bascule le levier. L'aiguille fait le reste. C'est là que l'erreur humaine se double de fatalité. L'Express arrive à 120 km/h sur la voie de droite. Il emprunte d'ordinaire celle de gauche. Pourquoi le poste de Reims a-t-il ce jour-là envoyé le train sur la mauvaise voie? Pourquoi enfin, et c'est la polémique, n'y avait-il aucun système de sécurité pour pallier l'erreur humaine? La clé du drame réside bien dans l'aiguille elle-même. Avant le 27 juin, cette aiguille possédait un dispositif de sécurité qui aurait, s'il avait été encore mis en place ce lundi, rendu impossible ce drame. En quoi consistait ce dispositif? Ce dispositif était une technique. À partir du moment où l'aiguille était manœuvrée, la signalisation était mise en place, c'est-à-dire des feux rouges de part et d'autre, interdisaient les arrivées des circulations. En fait, dans le programme SSCF de cette année, le dispositif de sécurité devait bien être supprimé. Il l'a été avant que les travaux ne soient terminés par souci d'économie. Un point qui n'a pas été évoqué publiquement. Les 2 agents de la SNCF ont été inculpés d'homicide et de blessures involontaires. Ils ont été laissés en liberté par le juge d'instruction, conformément à ma demande. Ce soir, le SRPJ de Reims poursuit son enquête. Un expert devrait être nommé pour décrypter la bande flamand, la boîte noire du train. Oui, j'ajoute que Michel Delbar, le ministre des Transports, a souligné tout à l'heure à l'Assemblée l'urgente nécessité du nouveau plan sécurité de la SNCF. Le référendum en Nouvelle-Calédonie, les résultats officiels ont été proclamés tout à l'heure par le Conseil constitutionnel, pas de surprise. Et ce matin, le président de la République a dit au Conseil des ministres que le gouvernement avait bien agi dans cette circonstance. Le voyage de Charles et Diana en France, 3e jour, plusieurs visites dans les Yvelines. Ce matin, ce soir, faste royaux pour le couple princier. C'est à Chambord. Jean-Marc Ilouz. Après l'Arche de la Défense, les grandes galeries et les donjons de Chenonceau, sans que l'on sache vraiment si le style foisonnant de la première Renaissance a ou non les faveurs secrètes du prince architecte. Une bouffée d'air de la Loire bien nécessaire dans ce marathon princier qui pour cette seule journée avait additionné sans le moindre répit étapes aérospatiales et agronomiques. Et puis l'inévitable visite d'école, celle des dignes rejetons de l'Empire, qui en France compte 20 000 Britanniques. Grâce à la princesse de Galles et à son école anglaise, Croissy-sur-Seine, Yvelines figure enfin sur la carte du monde, surtout celui des enfants. L'Algérie a un nouveau gouvernement, c'est ce gouvernement qui sera appelé à appliquer très rapidement les réformes. 22 ministres, dont 13 nouveaux, essentiellement des hommes de terrain, c'est-à-dire des universitaires ou des hauts fonctionnaires. L'élection américaine suite, nous allons tout de suite retourner à New York avec nos envoyés spéciaux et Christine O'Krent pour détailler l'élection de George Bush. Une remarque tout de suite, personne n'a vraiment été surpris par l'élection du candidat républicain, Christine. Christine ?
C'est vrai, l'élection de George Bush en soi n'est pas une surprise. Les sondages le donnaient très largement vainqueur et les soirées électorales des chaînes américaines étaient hier soir plutôt plates. Cependant, ce qui frappe, c'est l'ampleur de cette victoire. Une tactique électorale efficace, d'ailleurs souvent mesquine, les erreurs flagrantes de l'adversaire, il y a dans tout ça une bonne part de vote négatif, et puis surtout, ce plébiscite accordé à une vision de l'Amérique signée Ronald Reagan. Les explications de Paul Naon. Bush vainqueur, les États-Unis ont voté pour la continuité, mais un scrutin sans passion. Ce sont eux, les électeurs de l'Amérique profonde, qui ont fait la décision, les classes moyennes, les ouvriers, dont on attendait plutôt qu'ils votent démocrate, se sont prononcés en fait une troisième fois pour les républicains. Les raisons sont simples. L'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée, l'inflation réduite de moitié pendant les années Reagan, le chômage a sensiblement diminué, des arguments de poids pour ce scrutin. Sans oublier le retour aux valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, drapeau, cette bannière étoilée à laquelle tous les matins les jeunes élèves des écoles publiques prêtent serment, cette bannière étoilée qui aura été la véritable vedette de cette élection, une Amérique fière, nationaliste, à nouveau sûre d'elle-même. Enfin, la violence qui a considérablement augmenté pendant les années Reagan. Même sur ce thème, les électeurs ont fait tous confiance à George Bush pour la combattre. Finalement, hier soir, c'est peut-être George Reagan qui a été élu 41e président des États-Unis. Une ombre au tableau, une inquiétude pour le moment muette. Les Américains n'ont pas seulement désigné hier leur président, ils ont aussi élu un vice-président. Et là, paradoxe, ils auraient préféré pour ce poste-là le démocrate Lloyd Bentsen. Et le jeune sénateur de l'Indiana, Dan Quayle, réserviste pendant la guerre du Vietnam, a sans doute coûté à son coéquipier 2% des voix au moins. Isabelle Béchler. L'homme qui pourrait devenir président des États-Unis s'il arrivait malheur à George Bush a 41 ans. Dan Quayle, jeune sénateur de l'Indiana depuis 8 ans, est le fils d'un gros patron de presse. Et les mauvaises langues disent que le pouvoir de son père l'a beaucoup aidé dans sa scolarité et dans sa carrière politique. Quand George Bush l'a choisi comme colistier à la convention républicaine en août dernier, il a choisi un presque sosie de Robert Redford, ça aide avec les femmes, un homme jeune pour séduire les cadres et un ultra-conservateur, spécialiste de la défense pour s'assurer à droite. Mais le spécialiste de la défense a eu maille à partir avec la presse, qui s'étonnait qu'il ait préféré le prestige et la planque de la garde nationale au champ de bataille du Vietnam. Religieux et porte-parole des tenants de la morale, il est un farouche adversaire de l'avortement, jusqu'à répondre à une adolescente que même en cas de grossesse due à un inceste, il refuserait qu'elle puisse avorter. Le même moraliste est pourtant resté à court d'arguments quand on a évoqué une liaison avec la belle Paula Parkinson. Et quand il a eu l'audace de se réclamer des Kennedy, son adversaire démocrate, Lloyd Bentsen, a vivement remis à sa place cet homme si contesté. I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy. Un homme si contesté qui n'a pas pour autant entamé le prestige considérable de George Bush. Dan Quayle ou pas, George Bush rejoint ce soir Washington auréolé d'une incontestable victoire personnelle. Pour autant, les Américains ne lui ont pas signé un chèque en blanc. Parallèlement à l'élection présidentielle, les sièges du Congrès qui étaient en jeu hier ont été largement remportés par les démocrates. Un président républicain, encore un Congrès encore plus fortement démocrate, c'est la cohabitation à l'américaine. De Washington, Jacques Abouchard. Qui est-il vraiment et quel est son programme? Alors que George Bush vient de conquérir brillamment la Maison-Blanche, ce sont les deux questions qui reviennent le plus fréquemment dans les journaux. Paradoxal si l'on songe qu'il est en campagne depuis plus d'un an, qu'il a prononcé des centaines de discours et tenu de multiples conférences de presse. Bien sûr, il a été élu sur des idées très conservatrices, le respect du drapeau, la prière à l'école, le refus de l'avortement. Mais le sentiment prévaut qu'il ne fera pas d'excès de zèle et qu'il tentera même de corriger certains excès de la politique Reagan dans les domaines des droits civiques, de l'environnement et de l'aide à l'enfance. George Bush est un pragmatique
pas un idéologue. Il sait qu'il est attendu sur un dossier explosif, le déficit budgétaire, un vrai gouffre à combler d'urgence, alors que le candidat Bush s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Il va devoir jouer serré avec un Congrès transformé en bastion de l'opposition démocrate. Il s'appuiera sur James Baker, ancien secrétaire au Trésor, orfèvre en matière monétaire, confirmé ce matin dans la fonction de futur secrétaire d'État. 8 ans de Ronald Reagan et à partir de janvier prochain, quand George Bush prendra donc ses fonctions, un nouveau règne républicain. Comment la jeune génération, celle qui sera en quelque sorte la génération Bush, réagit-elle? Jacques Merlino et Philippe Péter ont pris ce matin le chemin de l'école. Je pense que c'est merveilleux parce que nous avions vraiment besoin d'un républicain pour ce pays. Pourquoi? Parce que Bush va suivre les pas de Reagan et Reagan était un très bon président. Je pense que Dukakis aurait dû gagner car cela aurait changé l'avenir des États-Unis. Je suis un peu triste car je pense que Dukakis est un homme près du peuple, alors que Bush est un gars qui ne s'occupe que du 1% qui gagne plus de 500 000 $ par an. Oui, Bush est formidable. Pourquoi? Parce qu'il est bien meilleur que Dukakis. Pouvez-vous me dire pourquoi? Oui, parce qu'il va réduire les impôts alors que Dukakis voulait les augmenter. C'est vrai, on ne parle pas beaucoup ici pour le moment de l'énorme déficit budgétaire qui sera le problème numéro 1 de l'administration Bush. Des relations avec Moscou, avec le Japon, avec l'Europe, ce sera pour plus tard. Voilà en tout cas ce que l'on peut dire d'ici de New York. À vous Hervé. Merci Christine et merci à tous de nous avoir fait vivre comme ça cette élection américaine. À Francfort, ce 9 novembre, les Allemands ont dit non à l'oubli. Ils commémoraient le 50e anniversaire du pogrom nazi, la nuit de cristal, en souvenir donc de cette nuit du 9 au 10 novembre 1938 qui fut le point de départ du massacre de plus de 6 millions de juifs par les nazis. Philippe Rochaud, rappel historique. Le chancelier Kohl avait revêtu la kippa dans la synagogue de Francfort afin de rendre hommage aux victimes juives de la nuit de cristal il y a 50 ans. Une poignée de jeunes ont pourtant contesté sa présence ici. Et à propos de Bitbourg, dit l'un d'eux, rappelant cruellement au chancelier qu'il avait visité avec Reagan en 85 un cimetière de soldats allemands où sont aussi enterrés des nazis. 50 ans après la nuit de cristal, on est pourtant frappé par l'attitude de cette Allemagne qui reconnaît ses fautes et rappelle que ce jour-là, 30 000 juifs ont été déportés par les nazis, 90 synagogues incendiées, des milliers de vitrines de magasins juifs brisées, d'où le nom de cristal donné à cette nuit du 9 novembre 1938. Aujourd'hui, l'antisémitisme n'a pas disparu d'Allemagne, mais il est surtout le résultat d'actes isolés. Je pense que l'antisémitisme aujourd'hui, aussi chez les jeunes, a une quantité existante, mais que cet antisémitisme, jusqu'à présent en tout cas, n'est pas militant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas le devenir très vite. 50 ans après, l'Église plaide même coupable pour n'avoir pas dénoncé les crimes des nazis après ce 9 novembre 1938. C'est toute l'Allemagne qui a voulu montrer qu'elle ne refoulait pas son passé. Des textes de Jean Monnet vont être lus dans toutes les écoles dans les jours qui viennent. Ce soir, les cendres de Jean Monnet, qui est le véritable père de l'Europe, vont être transférées au Panthéon. Antenne 2 vous fait vivre en direct à partir de 20 h cette cérémonie. Patrick Lecoq va la commenter. Patrick, tous les grands leaders politiques de l'Europe sont présents ce soir. Et oui Hervé, 6 chefs d'État, 6 chefs de gouvernement, ce n'est pas un hommage national finalement qui sera rendu ce soir à Jean Monnet, mais bel et bien un hommage européen, le premier du genre pour, il est vrai, le premier citoyen d'honneur de l'Europe. Car la vie de Jean Monnet, qui va entrer dans quelques minutes dans cette cathédrale laïque qu'est le Panthéon, se confond et avec ce siècle, le siècle d'affrontement, et aussi avec la notion de l'Europe. Il aura, il est vrai, consacré plus de 30 ans de sa vie à persuader les autres que l'heure des nationalismes était dépassée, qu'était venu le temps d'abord de la réconciliation, puis de l'entente, enfin de l'union. Ce soir, dans quelques minutes, sur cette place du Panthéon, M. François Mitterrand rendra hommage à Jean Monnet. Mais au-delà de l'hommage, soyez certains que la politique ne sera pas absente et qu'il sera beaucoup question de l'Europe de 93 et de celle du XXIe siècle.
Merci Patrick. J'ajoute cette information de dernière minute avant de refermer notre journal. Le commissaire Jobbik a été inculpé une deuxième fois aujourd'hui. Le commissaire avait déjà été inculpé il y a un an à peu près pour proxénétisme aggravé par le juge Ayat. Il était une nouvelle fois entendu aujourd'hui et confronté aux prostituées qui l'accusent. Les prostituées ont maintenu leurs accusations et le juge a inculpé Yves Jobbik de corruption passive, cette fois à sa demande, selon ses avocats. Voilà, fin de cette édition du journal. Tout de suite, nous allons voir avec Laurent Cabrol les prévisions de la météo. Ensuite, à 20 h, donc la retransmission en direct de la cérémonie du transfert des cendres de Jean Monnet au Panthéon. Et puis, le dernier rendez-vous avec l'information, ce sera vers 23 h 30. Henri Sagnier, excellente soirée sur Antenne 2.